Bonjour à tous et merci d'être connectés aujourd'hui pour effectivement ce webinaire consacré au smart building, en tout cas l'émergence du smart building dans le bâtiment. Je pense que vous entendez tous de plus en plus parler de smart home, de smart building, de smart city. L'idée aujourd'hui, ça va être de clarifier un peu tout ça, de vous familiariser avec ce concept et puis d'anticiper. Parce que comme toute innovation, il faut le comprendre, il faut l'anticiper et monter en compétence petit à petit. Alors, monter en compétence vous-même ou monter en compétence vos propres organisations pour convaincre en interne, puis pour convaincre vos clients ou convaincre vos collaborateurs. En tout cas, rassurer tous les acteurs qui seront concernés par ce type de projet, que ce soit des architectes, des bureaux d'études, des donneurs d'ordre. Aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions, donc il faut accompagner, il faut être capable de convaincre, il faut être capable d'argumenter, pourquoi pas de contre-argumenter. Il y a beaucoup de clichés sur le smart, donc il faut être capable de dire pourquoi sur ce projet, le smart peut apporter quelque chose, quels en sont les bénéfices, qu'est-ce que ça va apporter. C'est comprendre aussi les évolutions, tous les nouveaux métiers. Il y a des métiers existants qui évoluent, puis il y a des nouveaux métiers qui apparaissent. Et puis évidemment, quelques mots sur la partie technologique, puisque tout ça est basé sur des nouvelles technologies. Euh, c'est aussi basé sur de la rupture. Donc ça, c'est un mot que j'emploierai plusieurs fois aujourd'hui. On ne peut pas réussir un projet Smart sans rupture, et j'y reviendrai plusieurs fois, c'est quelque chose de fondamental. Et effectivement, vous pourrez petit à petit, à la fin de l'échange, me donner votre opinion ou poser des questions. Je vais devoir, moi, en 20 minutes, 20-25 minutes, synthétiser une conférence, une formation qui dure une journée. Donc, je m'excuse d'avance pour des choses que je vais peut-être traiter de façon assez superficielle. Mais l'idée, c'est que à la fin de ce webinaire, vous soyez en mesure de dire, oui, ça y est, le smart, c'est un intérêt pour nous, il faut qu'on y aille, et qu'est-ce qu'on se donne comme moyen pour réussir ce type de projet. Alors, deux mots sur moi, puisque je vais me présenter un minimum quand même. Je suis le président fondateur de la Fédération française de domotique. Je suis aussi l'auteur de plusieurs livres sur le sujet, mais je suis surtout au contact de ces projets. Moi, ça fait 15 ans que j'adapte toutes ces innovations et tout ce numérique dans le bâtiment à travers des missions de consulting, des missions d'AMO, des missions de conseil. Ça peut être du conseil stratégique aussi auprès de fabricants, auprès d'industriels qui veulent faire évoluer leurs propres produits ou services vers le smart building. Dernier point, dernière casquette, je suis également ambassadeur au niveau de la Smart Building Alliance. Je vous en parlerai un peu plus tard dans le webinaire. Il y a plusieurs slides qui sont issus des travaux que l'on mène avec la Smart Building Alliance. Alors un tout petit peu de vocabulaire, c'est quand même un domaine nouveau, donc il y a des nouveaux termes. Au début, il y avait des termes français, vous voyez dans ma liste, il y a des choses comme domotique, imotique, humotique, GTB, GTC, donc tout ça, c'est l'ancienne génération, on va dire, de smart building. Aujourd'hui, malheureusement, je ne sais pas si c'est un bien, en tout cas c'est beaucoup plus clair, le mot smart est quelque chose de très fort, que ce soit smart home, là vous voyez les définitions, un smart building, et puis le bénéfice de tout ça, c'est aussi Smart City, tout ce qui est lié au Smart Grids. On ne peut pas envisager un quartier connecté sans bâtiment connecté. Donc l'enjeu, ça va évidemment de monter le niveau de nos bâtiments. Alors quand c'est neuf, c'est simple, mais n'oubliez pas que le neuf, ça représente 1% de renouvellement par an. Donc le gros du marché, il est dans l'amélioration des bâtiments, soit l'amélioration de l'habitat, mais aussi l'amélioration de tous les bâtiments qui constituent un quartier. Alors dernier point, on parle de M2M. Alors moi j'aime bien ce concept parce que finalement c'est un peu comme les voitures. Les voitures deviennent autonomes, nos bâtiments vont devenir autonomes. C'est bien machine to machine, donc c'est les équipements vont dialoguer les uns avec les autres, vont optimiser les performances d'un bâtiment entre eux. Et puis il nous laissera la main quand on le souhaite avec des dérogations, avec des informations. Mais finalement le M2M va prendre de plus en plus d'importance dans nos bâtiments. Dernier point, ça aussi c'est quelque chose, c'est très à la mode, l'Internet des objets, les objets connectés. Tout ce qu'on va dire sur le smart est basé sur cette révolution, puisque ça on parle vraiment de révolution. L'Internet des objets permet le smart building. Alors, smart building, le mot building, il veut rien dire. Ça peut concerner une pièce, un appartement, ça peut concerner des logements,
des logements sociaux, des bâtiments à grande échelle, donc du collectif. Ça peut être un EHPAD, ça peut être un hôtel, ça peut être évidemment des maisons, des quartiers, mais ça peut être aussi du tertiaire. Donc ça, on est toujours entre les deux, hein, entre le résidentiel et le tertiaire, jusqu'à une tour à la Défense. Même si ça, c'est clairement pas mon domaine, mais pourquoi pas. Quand on parle de smart building, on va d'une pièce à un bâtiment entier, avec l'objectif évidemment de toucher la ville. Alors, un exemple, là j'ai pris un exemple de bureau, hein, donc on est sur un bureau de nouvelle génération, on va dire, avec des équipements. Donc là, il n'y a rien de nouveau, il y a toujours eu des équipements dans nos bâtiments. Alors il y en a de plus en plus, ça c'est intéressant, puisque c'est ce qui permet petit à petit d'amener de la valeur. Et puis, l'idée, ça va être que ces équipements, je l'ai dit tout à l'heure, communiquent les uns avec les autres. On va optimiser, donc c'est de la frugalité, on va faire plus avec moins. Un seul détecteur, par exemple, va être capable d'être partagé, en tout cas les données de ce détecteur ou de ce capteur vont être partagées entre plusieurs lots. Donc on va avoir besoin que d'un seul capteur, là où, historiquement, quand on parlait d'IMOTIC, de GTB, on avait des fois plusieurs capteurs, plusieurs actionneurs pour chaque système différent. L'idée, c'est que après, on puisse communiquer vers l'extérieur. Donc si je suis à l'extérieur de mon bâtiment, je vais avoir de l'information, des notifications, ce qu'on appelle la supervision. Et puis de l'extérieur, je vais pouvoir piloter mon bâtiment. Donc pour un tertiaire, c'est peut-être moins évident, mais ne serait-ce que la maintenance, les mises à jour. Et puis dans le résidentiel, je vais piloter mon logement. Alors tout ça, l'objectif, c'est la notion d'évolutivité. C'est-à-dire que tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est pas forcément de surenchérir de la technologie dans nos bâtiments, c'est surtout de prévoir l'avenir. Donc quand on parle de smart, le mot smart, il veut dire ça aussi, hein, il veut dire futé, il veut dire on n'a peut-être pas tout mis, mais on est prêt pour l'avenir. Et ce que je vous ai mis en bas en rouge, c'est l'évolutivité vers les nouveaux services. Ça, c'est fondamental à comprendre. Je pense que la moitié des services qu'on aura dans 2, 3 ans, ils sont pas conçus, ils n'existent pas encore. Mais ils vont arriver, c'est inéluctable. Donc il faut se préparer, donc il faut, sans être obligé dans 2 ou 3 ans de refaire des travaux, de s'adapter, de changer des équipements, il faut déjà avoir prévu ce bâtiment pour ces innovations. Alors on me pose souvent la question, mais ça fait 35 ans qu'on entend parler, est-ce qu'enfin c'est un marché qui arrive à maturité? Alors j'ai mis oui mais. Alors pourquoi oui mais? Un marché, alors je suis pas un expert en marketing, mais un marché c'est 3 choses. C'est l'offre et la demande, donc la demande elle y est. Moi je le vois au quotidien sur le terrain. La difficulté, c'est que si vous prenez un immeuble de 100 logements, il va y avoir 100 besoins différents, 100 demandes différentes. Alors ça va être de la sécurité, ça va être des économies d'énergie, ça va être juste un besoin de confort, ça va être du maintien à domicile, tout ce qui est lié à l'autonomie, ça peut être prévenu de certaines difficultés, certains problèmes, c'est tout ce qui est lié au multimédia, tout ce qui est lié à la modularité, à l'évolutivité. Enfin, la liste des bénéfices est très très longue, elle s'allonge tous les jours, donc là on y est. On a cette demande, les gens sont demandeurs. L'autre composante, c'est l'offre. Et l'offre, depuis quelques années, s'est étoffée énormément. Aujourd'hui, tous les fabricants dans le monde entier ont investi massivement en R&D. Alors ça a des bénéfices en termes de standardisation, de design. C'est des objets de plus en plus agréables à voir, de simplicité, de prix également. Hein. Les objets connectés, on le verra tout à l'heure, sont beaucoup moins chers que ce qu'on faisait historiquement. Et puis de plus en plus fiables, avec du support, avec tout l'environnement, l'écosystème qui va avec ces objets. Alors vous me dites, ok, il y a l'offre et la demande, pourquoi le marché ne serait pas tout à fait là? Eh bien, le problème, c'est qu'on est dans le bâtiment, et le bâtiment, il y a de la résistance au changement, hein, comme dans tous les domaines, mais c'est, je pense, exacerbé dans le bâtiment. Et puis, il manque de l'huile dans les rouages, finalement. C'est 450 000 entreprises, dont un grand nombre d'entreprises de petite taille, beaucoup d'artisans, et il faut monter tous ces gens-là en compétences petit à petit pour que le marché, enfin, arrive à maturité. Alors là, je vous ai pris un exemple, j'aurais pu en prendre une infinité, mais c'est encore ce que je vois dans certains logements. Donc, de qui se moque-t-on? C'est pas avec ce genre d'équipement qu'on va aller vers le smart. Ça, c'est le type d'équipement qui est parfait pour un lot. C'est en l'occurrence un thermostat qui a été conçu par un ingénieur pour un ingénieur. Là, on n'a pas imaginé l'utilisateur final du tout. On n'a pas anticipé sur le type d'utilisateur qu'on a en face de nous. Il faut qu'une fonction smart soit accessible par le plus grand nombre. Donc, ce qu'on a connu avec les smartphones, aujourd'hui un smartphone c'est livré sans mode d'emploi, et bien un smart building doit être livré sans mode d'emploi.
on doit pouvoir l'utiliser de façon complètement intuitive. Alors, qu'est-ce qui nous montre qu'on est sur la bonne voie? Là, je vous ai pris un exemple, là aussi, j'aurais pu en prendre plusieurs. J'ai pris celui d'Apple, mais j'aurais pu prendre Google, Microsoft, etc. On a de plus en plus d'acteurs qui intègrent le smart dans leur operating system. Là, j'ai l'exemple d'Apple, donc d'iOS. Dans les nouvelles versions d'iOS, depuis septembre dernier, vous avez Ma Maison. Il n'y a pas une application à télécharger, c'est de base. Et donc, tous les utilisateurs ici, Apple, mais on peut imaginer la même chose avec Google Home, par exemple, hein, eh ben, ils vont avoir qu'une seule envie, c'est de cliquer sur Ma Maison. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu déceptif parce que Ma Maison, s'il n'y a rien de connecté dans Ma Maison, ben, il ne se passe rien. Et donc, si je suis promoteur, je dois répondre à ça, je dois anticiper ça. Il y a aujourd'hui des quartiers, des logements qui vont être livrés compatibles HomeKit ou compatibles Google Home. Donc, on aura, notamment les nouvelles générations, les primo-accédants, une appétence pour ce genre de fonctionnalité, et petit à petit, ça ira plus loin, ça devient un argument de vente. Donc on voit, hein, ça c'est ce qui a probablement le plus bougé en 2016, les promoteurs se sont saisis de ce domaine. Il y a des grands promoteurs français qui maintenant livrent de base le connecté dans tout leur logement. Alors on parle d'ubérisation, hein, je pense que c'est une tarte à la crème, c'est un grand mot qui ne veut pas dire grand-chose, mais c'est symptomatique. C'est-à-dire que le bâtiment aussi peut se faire ubériser, il va se faire ubériser. Donc il faut en être conscient, il faut s'adapter à ça. Alors j'ai pris plein d'exemples, hein, je ne vais pas tous vous les détailler, mais en plein centre vous avez le thermostat Google, il y a 150 brevets là-dedans, donc de l'intelligence artificielle, de la détection de présence, des algorithmes, de l'auto-apprentissage. On va étudier les comportements des gens et puis on va s'adapter à ça. Et au milieu à gauche, hein, vous avez un cylindre noir là, c'est celui qui est le plus emblématique en ce moment, c'est le l'Amazon Echo. Alors il existe la même chose chez Google maintenant, mais Amazon avait de l'avance. Au CES Las Vegas, il y a 2 ans, vous aviez des smartphones sur tous les stands. Cette année, il n'y avait plus de smartphones. Vous aviez Amazon Echo sur tous les stands. Donc c'est la voix. On va interagir de façon simplissime, uniquement par l'intermédiaire de la voix. Alors quelques chiffres, hein, je ne vais pas vous embêter trop longtemps avec les chiffres. La tendance est intéressante. C'est-à-dire que vous voyez un x4 en termes de nombre d'objets par foyer, x10, x11 même en termes de chiffre d'affaires. Et puis si on prend le marché français, on parle de 5 millions de foyers équipés d'ici la fin de l'année. Donc c'est plus juste une niche, c'est plus juste quelques geeks hein, qui s'achètent des gadgets, c'est devenu un marché de masse, en tout cas ça va devenir un marché de masse. Alors pour que ça devienne un marché de masse, il faudra qu'il y ait une satisfaction des utilisateurs et elle passe par une simplicité, par une convergence. Là, vous avez l'exemple d'un smart building. Alors j'aurais pu prendre le smart home, mais on a la convergence de tous ces équipements qui doivent permettre plus de bénéfices, plus de performance, plus de sécurité, plus de simplicité au quotidien. On veut se décharger des tâches fastidieuses, mais on veut pas 10 télécommandes, on veut pas 10 smartphones, on veut pas 10 applications. Donc c'est une convergence de tout ça en termes d'interface, mais aussi en termes de l'eau, en termes de technologie. Donc vous voyez, hein, je ne vais pas tous vous les décrire, mais ça va jusqu'à l'électroménager, ça va évidemment tout ce qui est lié au domaine historique de la domotique, hein, donc éclairage, chauffage, automatisme, volet roulant, etc. Mais on a rajouté la sécurité, tout ce qui est maintien à domicile, tout ce qui est numérique, informatique, tout ce qui est multimédia, tout ce qui fait rêver les gens. Si je le décline en métier, donc on voit qu'il y a évidemment plein de métiers qui vont évoluer, alors, ou pas, hein, mais en tout cas ils seront encore là, on aura toujours besoin d'électriciens, on aura toujours besoin d'un plombier, mais ils vont être soit montés en compétence, soit ils vont se faire accompagner de spécialistes. Donc là j'ai mis des exemples de spécialistes, un domoticien, un intégrateur ou des gens de conseil. Alors si je décline ça maintenant en fabricant, en industriel, et là je pense que j'en ai pris un millième, mais c'est pour vous montrer la vision à 360 degrés de cet écosystème. C'est très très vaste. Tous les fabricants, tous les industriels, tous les opérateurs qui sont liés de près ou de loin avec le bâtiment sont en train d'adapter leurs produits. Alors on parle du second œuvre, mais également dans le gros œuvre, hein, on voit des grands promoteurs, des grands fabricants, on voit des opérateurs, mais on voit aussi des gens comme Saint-Gobain, on voit des gens comme Lafarge. Donc ça veut dire que globalement, tous les gens de près ou de loin liés au bâtiment sont en train de s'adapter au smart.
Alors, pour bien comprendre l'avenir, il faut se reporter un tout petit peu à ce qui s'est passé historiquement. 35 ans, c'est pas neutre, hein, on a quand même plusieurs générations de bâtiments avec des réussites et puis des échecs, mais souvent parce que c'était des systèmes propriétaires, des systèmes lourds, souvent très chers, ou alors très bon marché mais très peu fiables, et donc ça a fait un flop. Hein. La première génération de bâtiments dits smart, alors on parlait pas de smart à l'époque, mais n'ont pas atteint leurs objectifs. Et puis, il y a allez, une vingtaine d'années, on a vu l'apparition de nouveaux systèmes, ce qu'on appelle des systèmes ouverts, souvent issus de l'automatisme, mais relativement complexes. Donc là, je prends un exemple, hein, je prends le KNX parce que c'est à la fois résidentiel et tertiaire. Là, pour faire du KNX, il faut du câblage, il faut du matériel, il faut investir, c'est cher, et puis il faut un ingénieur, il faut quelqu'un qui est formé, qui va programmer, donc c'est lourd. Je veux faire une modification, eh ben je rappelle l'ingénieur, quoi. Donc c'est pas du tout évidemment adapté au marché de masse. La bonne nouvelle, c'est la génération 2, donc sur des systèmes basés sur le numérique, sur l'IP, convergents, et avec ces systèmes-là, on rentre dans le monde du smart et des objets connectés. Donc l'exemple, pour faire exactement ce que je faisais en KNX en première génération, je vais juste avoir à dévisser mon ampoule, la remplacer par une ampoule connectée. Elle est souvent livrée avec un petit bouton, et j'ai déjà en quelques secondes la fonction, et puis j'ai déjà l'application. Donc si je démultiplie ça par plusieurs objets connectés dans plusieurs domaines, eh ben, je vais avoir un logement connecté à moindre coût et beaucoup plus intuitif. En tout cas, je vais pouvoir le piloter à la voix avec mon téléphone ou par Amazon Echo par exemple. Une autre façon de voir, hein, je parlais d'Amazon Echo, c'est comment je pilote tout ça. Eh bien, historiquement, on avait des boutons, et des boutons très différents, des boutons compliqués, l'exemple du thermostat tout à l'heure, et puis des télécommandes, et puis un amas de télécommandes, et puis des télécommandes universelles, mais ça restait quelque chose de complexe. Premier virage, énorme virage pour nous, hein, le smartphone, la tablette. Ça a été quelque chose qui a propulsé le smart dans une nouvelle dimension. Et puis, petit à petit, on voit des nouveaux virages, et là on a eu le virage d'Amazon cette année, et puis à terme, moi je pense que ça sera le virage de l'intelligence artificielle. Hein, j'ai mis un cerveau, c'est pas la télépathie, c'est bâtiment autonome en fait, et on y va tout droit. Je me lève pas le matin pour piloter tout ça, la machine le fera mieux que moi pour 99% des fonctions. Donc voilà le futur du smart. Un tout petit mot, hein, on n'a pas beaucoup de réglementation encore hein, dans notre domaine, mais on est quand même porté depuis quelques années par la RT 2012 et dans les ministères, on prépare toutes ces nouvelles versions avec la réglementation environnementale 2018 et puis surtout on a beaucoup d'espoir sur la RT 2020 qui devrait à mon avis être un plaidoyer pour le smart. C'est avec le smart qu'on arrivera à faire des bâtiments, y compris au niveau thermique, extrêmement performants. Je reviens au nouveau métier un instant. Vous voyez qu'il ne remplace pas les métiers existants. C'est-à-dire qu'on aura toujours besoin de bureaux d'études, on aura toujours besoin d'installateurs, mais en termes d'AMO, en termes de conseils, on vient s'intercaler entre les bureaux d'études et les utilisateurs, et puis on vient s'intercaler entre les bureaux d'études et les installateurs. Donc ça, c'est AMO, c'est du conseil, c'est pourquoi pas des études, c'est de l'intégration. Donc là, c'est l'intégrateur va faire la synthèse entre les différents lots. Et puis, vous voyez en bas des nouveaux métiers. Facility Manager, donc là, des gens de maintenance, par exemple. Data Manager, on va avoir une infinité de données. Qu'est-ce qu'on en fait? Et puis, un nouveau métier que j'aime bien, le Community Manager. Quelqu'un qui va, par exemple, à l'échelle d'un bâtiment tertiaire, accompagner ce changement, accompagner les utilisateurs en amont, les intégrer dans la démarche initiale de conception, les écouter, et puis adapter, améliorer jusqu'à un bâtiment extrêmement performant et acceptable au quotidien par les utilisateurs. Une autre question qu'on me pose souvent, c'est je fais du BIM, donc c'est bon, je fais du smart. Ou l'inverse, c'est bon, j'ai mis une GTB ou j'ai mis de la domotique, donc je suis BIM. Non, ça n'a rien à voir. La bonne nouvelle, c'est que les deux se complètent très très bien. Les deux, avec le carnet numérique, sont pour moi la base du bâtiment de demain, mais il faut faire les deux. Et souvent, si vous avez déjà investi dans le BIM, vous avez déjà investi dans le début du smart. La maquette 3D, nous, elle va nous permettre, par exemple, d'avoir une visualisation en injectant les données en temps réel sur cette maquette, d'avoir des informations de défaut, des informations de consommation, des informations de mesure. Alors, un
un schéma qui vient de la Smart Building Alliance, que je trouve assez pertinent parce qu'il est simple à comprendre. On va concevoir, alors c'est un peu comme en informatique, hein, vous connaissez les couches en informatique, on va concevoir un bâtiment sous forme de 3 couches. Donc on aura une couche d'équipement, ça va être les racines, avec des détecteurs, des capteurs. Tous les équipements finalement du bâtiment vont être sur une couche. On va avoir l'infrastructure, donc ça peut être du réseau, ça peut être du filaire, ça peut être du sans fil. En tout cas, ça, c'est le tronc, les branches, c'est ce qui va croître au fil du temps, mais qui va être la structure d'un bâtiment, l'infrastructure d'un bâtiment. Et puis autour de ça, on aura les feuilles, on aura des choses qui vont évoluer énormément, qui sont les services. Donc là, vous avez des exemples de services, de sécurité, d'économie d'énergie, de santé à domicile. Et ces nouveaux services vont donner de la valeur à nos bâtiments. Chaque couche est indépendante. Donc si dans 10 ans, je veux changer mes capteurs, ou si dans 10 ans, je veux changer mon protocole, mon infrastructure, je peux changer une couche sans impact sur l'autre couche. 2 mots sur les technologies. Donc là aussi, on peut parler de couches. Il y a ce qui nous entoure, hein, les réseaux liés à un pays, par exemple. Hein. Donc ça va être de la 3G, de la 4G, bientôt de la 5G. Ça va être des fréquences comme le Sigfox ou LoRa, hein, qui permettent de faire un peu le Twitter des objets connectés avec des tout petits messages, mais en consommant très peu d'énergie. Et puis au niveau du bâtiment, on va avoir, vous voyez, hein, celui qui est au milieu, le TCP/IP. C'est celui qui est fédérateur, évidemment. Et puis des protocoles complémentaires éventuellement. Et puis on arrive au niveau de terrain, dans le bâtiment lui-même, au niveau des équipements. Eh ben, il y a des écosystèmes. On ne va pas remplacer les écosystèmes. On va toujours avoir du BACnet pour la clim ou du DALI pour l'éclairage. Vous voyez du X3D Deltador, vous voyez de IO de Somfy. C'est des choses qu'on va conserver de longues années, je pense. Il ne faut pas essayer de les supprimer, il faut juste essayer de les faire converger. On a aujourd'hui tous les moyens de les faire converger. Donc la bataille des protocoles, elle est un peu désuète. Par contre, il y a des nouveaux entrants, ce qu'on appelle les barbares, hein, les GAFA, donc Google, Apple, Facebook, Amazon, j'ajouterai Microsoft, j'ajouterai IBM, peut-être Samsung, tous ces gens qui ont investi et qui sont prêts aujourd'hui. Là, vous avez des logos de Thread et de HomeKit, donc des solutions qui vont être natives sur l'équipement qu'on a déjà dans nos poches. Un petit mot sur les données. Donc là, on estime déjà hein, aujourd'hui, une maison connectée va remonter 4 millions de données par an. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, 95 ou 99% de ces données ne sont pas exploitées. Donc, le bénéfice de tout ça, ça va être de les exploiter, d'analyser ces données de température, de présence, pourquoi pas de météo, et puis les analyser pour des fonctions, pour des services, pour des bénéfices. Donc, ça, c'est des algorithmes qui sont dans le cloud essentiellement, qui vont me permettre d'avoir une température idéale à moindre coût, de me donner des diagnostics et puis de voir naître une infinité de services. Et là, il y a beaucoup de startups qui travaillent là-dessus. C'est la maison de demain, c'est le bâtiment de demain, c'est tous ces services qui vont analyser ces données-là. Alors évidemment, ça fait peur, hein, Google fait peur. Toutes ces données, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'elles appartiennent, où elles sont stockées, etc. Donc là, en tout cas en Europe, on a pas mal de travaux. Alors la CNIL avait commencé en France, mais ça va être démultiplié au niveau européen par cette nouvelle loi qu'on attend pour l'année prochaine, qui va encadrer tout ça au niveau du design. Donc là aussi, ça légitime de se poser des questions en amont. Alors pour terminer, les principaux enseignements, hein, c'est une approche transverse. Donc si vous avez la capacité à influer sur l'organisation d'un projet, parce que vous êtes architecte, parce que vous êtes bureau d'études, parce que vous êtes donneur d'ordre, si vous pouvez imposer un lot supplémentaire qu'on appellera Smart Building, ou Smart Home, ou bâtiment connecté, maison connectée, peu importe. En tout cas, il est transverse. Il vient s'additionner aux lots existants, il ne vient pas les remplacer. Il est transversal, donc il est capable de communiquer avec tous ces lots. Et c'est ce Smart Building, ce lot Smart, qui va permettre de décrire ce qu'on attend de ce bâtiment. Donc si c'est des logements, eh ben on veut la capacité, par exemple, de faire un scénario je quitte l'appartement et qui donne un ordre unique à l'éclairage, au volet, à l'alarme, au chauffage, etc. D'un simple geste. Donc ça, si vous ne devez retenir qu'une chose, c'est ça, c'est ce lot transverse. Un bâtiment qui n'est pas conçu avec ce lot transverse est extrêmement compliqué à mettre en œuvre, à mettre au point et puis à maintenir au fil du temps. Il faut changer les habitudes du bâtiment. Donc là, je reprends mon propos introductif, c'était on ne peut pas réussir un smart building sans changer nos habitudes de travail.
c'est le collaboratif, c'est l'itératif, c'est la notion de conception intégrée. Hein. Ce que font très bien certains pays, c'est d'intégrer les équipes, d'intégrer les installateurs, d'intégrer les utilisateurs dès la phase de conception. C'est de la veille technologique, c'est évidemment travailler sur l'expérimentation des logements témoins, des living labs, et c'est ce qu'on appelle le commissionnement, la réception, c'est préparer toute la notion de qualité de chaque lot. L'intégrateur en Smart, il pourra n'intervenir que quand chaque lot sera bien au point, bien réceptionné, et puis sensibiliser les utilisateurs au fait qu'il faudra une période de mise au point. Si on n'a pas dit, l'utilisateur a l'impression que ça ne marche pas, alors que c'est inhérent à ces technologies, il faut une période de mise au point, notamment au niveau thermique. Et puis être dans une logique d'amélioration continue. Je dis souvent que un bâtiment smart commence à la livraison, là où en général les gens du bâtiment ils s'en vont. Donc voilà, ça c'est une nouvelle dimension qu'il faut prendre en compte. Et puis les nouveaux métiers, c'est des contrats d'évolutivité technologique. C'est-à-dire que si j'ai mis du smart, c'est pas à l'instant T, c'est pour le futur, donc être capable d'en bénéficier au fil du temps. Ça sera mon dernier slide, c'est la notion de rupture. Donc, on a vu cette rupture technique, donc c'est facile à comprendre, celle-là, elle sera inéluctable, elle est déjà en marche, c'est le numérique, c'est l'IP. Il n'y a plus de bâtiment analogique, hein, tout va devenir numérique, au bénéfice de nouvelles fonctions. Donc, cette rupture fonctionnelle, on fera beaucoup plus avec moins. Donc, on en peut en déduire aussi des ruptures de modèle économique. Et ça, c'est ce qu'on attend aujourd'hui. C'est ce qui manque aujourd'hui probablement. Aujourd'hui, on vend du smart et on dit ça coûte tant. On raisonne peu en coût global, on raisonne peu sur le long terme, on vend des produits avec le risque d'obsolescence rapide et puis avec déjà un frein parce que ce produit-là, est-ce que c'est le bon, est-ce qu'il sera encore à jour dans 5 ans, etc. Donc ça freine les investissements. Alors que si, et on le voit dans certains pays, des opérateurs, des fournisseurs d'énergie, des assureurs s'emparent de ces domaines, eh bien, on va avoir des nouveaux modèles économiques sous forme d'abonnement, sous forme de sponsoring de produits comme de la téléphonie, voire de gratuits. On voit des assureurs qui offrent des détecteurs de fumée parce que ça diminue le taux de sinistralité. On voit des fournisseurs d'énergie qui offrent des thermostats connectés parce que ça leur donne une multitude d'informations sur leurs clients, ça leur permet d'anticiper, ça leur permet de préparer les smart grids. Et puis évidemment, la dernière rupture, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est de préparer cette rupture d'organisation. Si on ne change pas la façon dont on est organisé, on n'y arrive pas. Donc ça, c'est le nouveau lot transverse, c'est des nouvelles compétences, c'est des nouveaux métiers, c'est accompagner les métiers existants, c'est se poser les bonnes questions au bon moment. Donc cette rupture organisationnelle, il faut l'accompagner. Et voilà, ça aussi c'est mon dernier message, c'est accompagnez vos équipes là-dessus. Formez-vous, formez vos équipes et anticipez ce domaine, ce nouveau domaine, l'émergence du smart dans vos futurs projets. Donc ça, au niveau du moniteur, on est bien placé pour en parler, on est des spécialistes de la formation. Donc vous avez au moniteur énormément de formations disponibles, y compris depuis un peu plus d'1 an des formations sur le smart building. Et grâce à ces formations, on a vu éclore déjà des cahiers des charges avec du smart intégré, avec un lot à part. Donc, petit à petit, et là, on accueille aussi bien des collectivités locales, on accueille, on a eu des gens qui dirigent des directions techniques de départements, de régions, etc., donc qui préparent des lycées, des collèges, ou qui sont en train de construire de nouveaux bâtiments, qui sont déjà, on a eu l'exemple des écoquartiers, hein, qui vont intégrer dans leur écoquartier cette dimension smart. Donc là où il y a 10 ans on mettait des experts HQE, aujourd'hui on met des experts smart pour anticiper ces bâtiments de demain. Donc voilà, j'espère que j'ai pas été trop long. L'idée là, c'est de répondre à vos questions. Donc je serais ravi hein, si vous pouvez me donner un peu vos demandes. Alors j'en vois une là. Y a-t-il des solutions viables pour la protection des données? Alors ça, c'est, je vais revenir au slide d'avant. C'est la loi européenne Privacy by Design qui devrait résoudre ça. Alors aujourd'hui, on a déjà des choses. Hein. Quand on travaille sur des bâtiments collectifs, avec des promoteurs par exemple, hein, on a déjà eu la CNIL qui s'est emparée de ces sujets-là. C'est fondamental. Hein. Je vais mesurer plein de choses dans un logement. Qu'est-ce que je fais avec cette donnée-là? À qui elle appartient? Donc on va anonymiser ces informations. On va avoir un cadre juridique. Et là, c'est plutôt déjà bien fait. Hein. La CNIL a bien travaillé sur ces sujets-là, mais ça va être renforcé
clairement l'année prochaine par cette loi européenne. Alors, y a-t-il des études et solutions sur les ondes électromagnétiques? Bon, il y a plusieurs choses. Pour répondre à ça, plusieurs niveaux. Un, j'ai vu des projets où on a fait du smart pour justement limiter ces pollutions électromagnétiques. Donc déjà, c'est une première réponse. Si j'ai par exemple du KNX dans un bâtiment, je sais pas, je prends un exemple d'un logement, une chambre à coucher, et ben, quand je vais faire le scénario je me couche, je vais tout couper au niveau du tableau. Donc il y aura beaucoup moins de rayonnement électromagnétique. Ensuite, deuxième niveau de réponse, tout ce qui est sans fil, puisque vous avez bien compris que la nouvelle génération de Smart était en grande partie sans fil, tout ça, c'est pas du rayonnement. Le Wi-Fi, c'est un rayonnement. Donc là, il y a des risques. La 3G, la 4G, c'est du rayonnement. Donc là, effectivement, il faut être très vigilant. Par contre, la domotique, la connexion entre les différents objets, entre eux ou avec la box, etc., elle est très ponctuelle. Elle va juste être de temps en temps, je vais émettre un ordre ou je vais récupérer de façon régulière dans la journée tous les quarts d'heure telle température. Donc là, il n'y a pas de problème d'interférence électromagnétique, il n'y a pas de pollution électromagnétique, et j'irai même plus loin, un bon scénario, je me couche, il coupe le Wi-Fi par exemple. Donc, le fait de faire du smart peut limiter, au contraire, le problème du rayonnement électromagnétique. Alors, au-delà de protocoles comme l'IP, y a-t-il un standard de description des data qui pourront ou devront être échangés? Alors, c'est probablement le cœur du sujet, hein. C'est ce qu'on attend également du BIM, parce que si le BIM prend du temps à se mettre en place, c'est exactement pour la même raison, c'est qu'il faut qu'on ait la capacité de décrire des données de façon unique. Donc ça, je pense qu'on va bénéficier, à mon avis, hein, de tout l'environnement normatif de la description des objets, des datas qu'on fait dans le BIM, pour en bénéficier également au niveau du smart. Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas échanger sur les mêmes formats des données de l'eau entre les lots. Donc là, ça se fait via un intégrateur. Donc là, il faut un intégrateur, il faut un spécialiste qui va le faire. Donc le rôle de l'intégrateur, c'est ça, hein. Lui, il va mapper. Ce qu'on appelle mapper, c'est il va faire des correspondances entre la donnée qui est décrite dans tel lot de telle façon et puis qui est utilisée dans tel autre lot avec une autre syntaxe. L'intégrateur va faire ça lui-même. Alors c'est du temps, c'est de l'argent, c'est de la complexité, il faut des passerelles, où il faut au fil du temps un peu de complexité, mais je pense que ça va s'améliorer et on va réussir, grâce notamment au BIM, à décrire nos objets et nos datas de façon unique. Une autre question peut-être? Alors, tout ce qui est lié au modèle économique. Donc ça, je pense que c'est le frein numéro un. Dans la tête des gens, c'est la domotique, c'est pas pour moi. La domotique, ça coûte trop cher. La domotique, c'est gadget. Le smart building, c'est que pour les sièges sociaux, pour les tours à la défense. Non. Aujourd'hui, grâce aux objets connectés, grâce au fait que tout converge vers l'IP, grâce à la frugalité, donc c'est peut-être un mot barbare, hein, mais la frugalité, c'est faire plus avec moins. Donc un seul capteur va faire ce que faisait avant 10 capteurs différents. Donc on comprend bien que l'équation économique va être plus simple à résoudre. Donc dans le tertiaire, c'est assez simple. On va avoir un retour sur investissement, une vraie logique de retour sur investissement avec quelque chose d'imparable. Vous prenez un fichier Excel, vous analysez en coût global, donc je dirais sur 5-6 ans minimum, hein, le coût du smart et l'équation économique est en votre faveur. C'est moins vrai dans le résidentiel. Il y a d'autres bénéfices. Donc il ne faut pas essayer d'utiliser l'argument équation économique et retour sur investissement sur le résidentiel. C'est pas le même bénéfice. Ce que veulent les gens, c'est du confort. Ce que veulent les gens, c'est la sérénité. On rentre chez soi, c'est le cocon. On ne veut pas être embêté. On veut se sentir safe. On veut se sentir bien. On veut être prévenu s'il y a un problème. Mais on ne veut pas s'embêter avec toutes ces technologies. Donc le smart, ça vient cacher, ça vient simplifier toute cette couche de complexité. Un projet smart réussi, c'est un projet qui est simple. C'est un projet qui est intuitif à utiliser et donc c'est un projet qui sera pérenne parce que s'il est simple, il sera utilisé par toute la famille par exemple, ou il sera utilisé par tous les collaborateurs d'une entreprise. Donc voilà, l'objectif c'est la simplicité et si à travers les formations que le moniteur est en train de mettre en place, alors que ce soit en ligne, hein, on réfléchit à faire ce genre de webinaire mais sur une journée ou sur 2 jours de formation, si ça peut vous aider, si ça peut aider en interne, eh ben on sera ravis de vous accompagner. Merci beaucoup et j'espère à bientôt.